Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Europe-Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons du climat, une thématique d'une actualité brûlante, puisqu'il y a moins d'une semaine ou 15 jours, les dirigeants de la planète étaient réunis à New York pour participer à un sommet de l'ONU consacré à l'urgence climatique. Le climat est au centre de toutes les attentions. Nous l'avons remarqué tout récemment avec les manifestations des jeunes dans plusieurs pays et les multiples actions qui nous rappellent tous les jours l'urgence d'agir. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Gilles Pargneaux, homme politique français, ancien député européen, membre de La République En Marche, parti du président français Emmanuel Macron. M. Pargneaux connaît très bien les questions environnementales puisqu'il a été pendant 20 ans adjoint du maire de Lille, chargé de l'environnement et du développement durable. Il fut aussi eurodéputé et rapporteur du Parlement européen pour la COP 21. Il a été président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc et préside aujourd'hui la fondation Euromédia, Europe, Méditerranée, Afrique, qui retient parmi ses centres d'intérêt la problématique migratoire et les changements climatiques dans la région euro-africaine. Monsieur Pargneaux, bonjour. Bonjour. Une première question de base. Selon l'ONU, 1 milliard de personnes dans le monde seront déplacées d'ici 2050 à cause du climat. Est-ce un pronostic réaliste ou alarmiste? C'est un pronostic qui est dans la réalité de ce que nous allons malheureusement peut-être connaître. Nicolas Hulot, qui était l'envoyé spécial du président de la République française au moment de la COP 21, avait déjà, en 2015, attiré notre attention sur les réfugiés climatiques que nous allons connaître dans le monde dans les prochaines années, d'ici à 2050, comme vous venez de l'indiquer à l'instant. C'est aussi 60 millions de réfugiés climatiques que nous allons connaître sur le continent africain dans les prochaines années, avant même cette échéance de 2050. En ce qui me concerne, rapporteur pour le Parlement européen à l'occasion de cet accord historique de la COP 21, nous avions voulu commencer à alerter les gouvernants à l'occasion de cette COP 21 pour dire « donnons un statut à ces réfugiés climatiques ». Lorsqu'il y a eu la COP 22 à Marrakech un an plus tard, là aussi certains ont souhaité développer cette notion de statut pour les réfugiés climatiques. D'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans le sommet africain qu'il avait organisé en marge de la COP 22 à Marrakech, avait aussi tenu à alerter sur cette problématique que vont être de plus en plus les réfugiés climatiques. Si je ne m'abuse, et vous faisiez allusion déjà à la COP 15, c'était il y a une dizaine d'années à Copenhague. En 2009. Je pense que c'est la première COP qui a mis le réfugié climatique à l'agenda. Exactement. Donc ça a été pour moi ma première participation à une COP en tant que député européen. C'était en décembre 2009, la COP 15 à Copenhague. Et là, déjà, les pays émergents avaient souhaité mettre sur la table cette notion et ce statut des réfugiés climatiques. Vous le savez, malheureusement, cette COP 15 n'avait pas réussi à trouver un début de solution. Il a fallu attendre 6 ans plus tard avec la COP 21 à Paris, même si cette COP 21 de Paris ne résout pas toutes les problématiques. Ça a été un accord historique, mais on voit bien que son application reste encore problématique et qu'il va falloir encore beaucoup de débats et beaucoup de pression sur un certain nombre de gouvernants, je pense notamment aux États-Unis, au Brésil, qui n'ont pas voulu participer à la dernière grande réunion internationale dont vous faisiez mention à New York ces dernières semaines. Et donc il y a la nécessité de continuer à faire en sorte que nous ayons un rapport de force, non seulement pour que des décisions soient prises à l'échelle internationale en faveur du climat,
contre ce réchauffement climatique, ce changement climatique, mais que l'on puisse aussi avoir des mesures prises pour que toutes celles et tous ceux qui sont victimes du changement climatique, notamment sur le continent africain, puissent obtenir un statut, mais aussi obtenir des décisions qui permettent d'être dans une vie au quotidien qui ne soit pas apocalyptique. À vous entendre, on est encore un peu trop dans les déclarations d'intention et pas suffisamment dans les actions concrètes. Oui, on est. Alors, il y a des projets, il y a des solutions concrètes qui sont mises sur la table, et en même temps, donc, les décisions qui sont prises n'ont pas le caractère contraignant. C'est le cas de la COP21 à Paris en décembre 2015. C'est le cas du pacte mondial sur la migration que le Maroc a organisé à Marrakech en cette fin d'année 2018. Aucune mesure n'est contraignante. Donc on voit bien que le débat politique continue à être prédominant pour ainsi faire en sorte de montrer du doigt celles et ceux qui ne font pas le travail, mais aussi donc permettre cette évolution pour donner un caractère contraignant aux mesures qui doivent être prises. Vous parliez du statut. Internationalement, la Convention de Genève prévoit le statut de réfugié politique. Aujourd'hui, il n'y a encore rien pour vraiment protéger, je dirais, le statut de réfugié climatique. Oui, exactement, vous avez complètement raison, et ça devient un drame pour bon nombre d'Africaines et d'Africains. On a connu en Europe des situations difficiles à gérer politiquement concernant ces réfugiés qui quittaient la guerre en Irak, en Syrie. C'était en 2015 et en 2016. On voit bien aujourd'hui qu'en 2019, celles et ceux qui sont au Maroc, mais dans d'autres pays du nord de l'Afrique pour pouvoir venir en Europe, ceux qui meurent dans cette Méditerranée qu'on a connue malheureusement ces derniers mois, eh bien, sont des réfugiés climatiques, des Africaines et des Africains qui quittent leur pays parce qu'ils subissent la famine, la désertification, et ces famines et ces désertifications sont liées au changement climatique. Avec cette énorme injustice, finalement, c'est que les pays qui dégagent le plus de gaz à effet de serre sont en général moins touchés, je pense à l'Europe, la Chine, même les États-Unis, par les dérèglements climatiques que des pays qui n'en produisent que très peu. Et je pense en particulier à l'Afrique qui souffre d'inondations d'un côté, de sécheresse et de pénurie d'eau. Bien sûr. Et c'est évidemment une situation très injuste. Ici, l'Union européenne et le continent européen, nous sommes les troisièmes émetteurs de CO2 dans le monde. Donc, les émissions de gaz à effet de serre sur le continent africain ne représentent que 4% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de l'échelle mondiale. Donc on voit bien que les Africaines et les Africains sont les premières victimes de ces émissions de CO2 qui sont liées aux politiques industrielles ou aux politiques menées en Chine, aux États-Unis, en Inde et en Europe. Il convient toujours d'avoir cela en tête. Et c'est donc pour ça que nous devons faire en sorte que les gouvernants de ces pays qui sont les plus gros émetteurs de CO2 doivent prendre conscience que résoudre ou prendre des mesures pour protéger les migrants, protéger ces réfugiés climatiques, mais aussi prendre des mesures pour permettre de diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre, sont des mesures vertueuses, non pas seulement pour leur population, mais pour ce dérèglement international que l'on connaîtra malheureusement de plus en plus.
faut l'avoir en tête, si rien n'est fait, nous allons avoir d'ici à 2050 une augmentation de la température mondiale comprise entre 4,5 degrés et 5,5 degrés. Or, nous avons à Paris, lors de cette COP 21, souhaité que cette température mondiale n'augmente pas plus de 1,5. Donc on a encore du chemin. Les réticences des pays et des États en général pour traiter les migrations internationales transfrontalières, elles sont très importantes, il faut les lever. Mais est-ce que finalement, un des problèmes, ce n'est pas que les États en cette matière sont souverains alors que le problème est planétaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas, corollaire, un traité mondial sur la gestion des populations déplacées? Oui, c'est une des mesures que nous souhaitons voir prendre dans le cadre de ce pacte mondial qui a été organisé sous l'égide de l'ONU en septembre à New York, où on voit bien qu'un traité international qui permettrait ainsi de réguler cette situation liée aux réfugiés climatiques est une des solutions, et une solution qui permettra d'une façon pérenne de réguler le monde. On voit bien que, il s'agit là d'un combat politique qui est très dur ou très fort, car les nationalismes, on le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi ici en Europe, ont tendance à prendre le pas sur une solution multipartite et qui soit aussi une solution de solidarité. Le principe du non-refoulement des réfugiés, c'est un principe de droit international. Qu'est-ce qu'il en est dans la pratique ? La pratique n'est pas du tout dans cet état d'esprit de ne pas refouler. Il y a dans bon nombre de pays des législations qui sont liées au droit d'asile. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité de faire évoluer cette notion juridique. Le droit d'asile est pour beaucoup de pays lié à l'accueil et au non-refoulement d'un certain nombre de personnes qui sont là parce qu'elles fuient la guerre dans leur pays. Là, on est sur une autre problématique, donc on doit adapter les législations locales à cette nouvelle situation que représentent les conséquences du changement climatique. Mais force est de constater qu'en Europe, par exemple, on l'a vu ces dernières années, les nationalismes ont pris le pas sur ceux qui veulent organiser à l'échelle de l'Europe cette politique. Nous allons faire une petite interruption. On se retrouve tout de suite après la pause. Nous allons maintenant parler du Maroc, qui a ouvert ses portes aux migrants, parmi lesquels justement beaucoup de réfugiés climatiques. La politique nationale marocaine d'immigration et d'asile a récemment été citée en exemple par les Nations Unies. Pourquoi ? Parce que le Maroc a décidé, sous la houlette de Sa Majesté Mohamed VI, d'avoir une politique de solidarité. Car aujourd'hui, le Maroc est un pays d'accueil par rapport à des migrants subsahariens venant d'Afrique, et puis un pays de transit vers notamment l'Espagne. Donc il y a de la part du Maroc cette volonté de développer une politique de solidarité, comme je viens de le dire, mais également une politique de responsabilité, car il est très important qu'au-delà de cette volonté de tendre la main, notamment à celles et ceux qui subissent de plein fouet ce changement climatique, qu'il convienne aussi d'avoir cette politique de responsabilité pour condamner ou contrer les passeurs ou ceux qui en font commerce. Et ça, c'est une réalité que nous devons avoir. Toujours est-il que le Maroc est pris en exemple. Est pris en exemple dans cette organisation mondiale qui est le sujet qui nous occupe maintenant. Mais il convient tout de même de faire en sorte que l'Europe prenne bien conscience que le Maroc a besoin que l'Europe puisse être là
pour répondre aux défis migratoires que connaît le Royaume du Maroc. Et je crois qu'il y a aujourd'hui la nécessité de renforcer le financement européen vis-à-vis du Maroc pour permettre cette régulation. Est-ce que, si on regarde les pays qui souffrent au sud du Maroc de sécheresse, notamment dans la partie du Sahel principalement, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a, en termes de migration, majoritairement, dans toute cette économie de subsistance, cette agriculture de subsistance, des migrations de voisinage, c'est-à-dire intra-Afrique? Oui, c'est d'ailleurs la majorité des migrants. Il s'agit d'une migration infra-africaine. Au-delà de cette migration vers le nord pour ensuite venir en Europe, ça représente une petite proportion par rapport à cette migration infra-africaine. Et là aussi, le Maroc a souhaité être pleinement partie prenante. Au sein de l'Union africaine, le Maroc préside la commission migration. Et donc, là encore, un certain nombre de propositions, de solutions sont développées à l'initiative du Maroc pour permettre un nouveau paradigme de développement vis-à-vis de ces pays africains, mais aussi permettre une agriculture durable qui va lutter contre cette désertification. On voit bien que l'initiative triple A que le Maroc a engagée ces dernières années est une belle promesse pour un certain nombre de pays de l'Union africaine qui sont, comme on l'a dit, les premières victimes du changement climatique. Et le Maroc est aussi leader mondial en matière d'énergie renouvelable, notamment en matière solaire. La présence de la plus grande centrale thermo-solaire de Ouarzazate au monde doit aussi permettre que cette politique en matière d'énergie renouvelable en Afrique soit développée très fortement. C'est l'hydraulique, c'est le solaire, c'est l'éolien. Voilà donc cet or vert pour le continent africain dans ce XXIe siècle. Et donc il est très important que le Maroc continue à développer ce rôle de leader, car l'Afrique, on vient de le voir, c'est un défi démographique, un défi politique, mais aussi donc un défi économique. Vous évoquez le fait de un peu planifier. Il existe la piste de la réinstallation planifiée, c'est-à-dire des gouvernements qui anticipent sur des possibles catastrophes naturelles et qui de facto déplacent des gens pour qu'ils puissent après revenir. Est-ce que vous avez un peu entendu parler de ce chantier-là ? Donc, et là, le Maroc a été également, après la COP22, dans des relations très importantes à ce sujet, notamment concernant le bassin Congo, mais également les pays du Sahel. On voit bien qu'il s'agit là de deux pays ou de deux régions qui doivent faire l'objet d'une attention particulière pour prévenir les catastrophes qui pourraient avoir lieu. Et là, le Maroc, encore une fois, a été précurseur. C'est ça. Vous évoquez le fait qu'au fond, le Maroc est passé d'un statut de pays de transit à un pays d'intégration. Comment ça se passe au niveau socio-économique, puisqu'on entend que les migrants au Maroc ont, in fine, accès au logement, au système éducatif, voire peut-être au marché de l'emploi. Est-ce que le Maroc, réellement, arrive à éviter une forme de marginalisation du migrant ? C'est pas facile, bien évidemment. On le voit dans tous les pays qui accueillent des migrants. Mais là encore, j'ai un certain nombre d'exemples dans le cadre de la politique sociale qui est menée par le Royaume du Maroc, qui fait que, effectivement, donc, ces migrants qui ont été acceptés et qui ont des papiers, c'est aussi très important à rappeler, qu'ils puissent bénéficier effectivement d'un certain nombre de politiques sociales qui sont menées par le Royaume du Maroc. Mais, et c'est aussi ce qu'a voulu dire récemment le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, oui, à cette politique de solidarité, mais également
une politique de responsabilité et ceux qui n'ont plus rien à faire sur le territoire marocain, eh bien, ils doivent permettre de retourner chez eux dans le cadre d'accords bilatéraux entre le Maroc et le pays d'origine. On a pu considérer à un moment donné que le verrouillage des routes libyennes et turques et une certaine porosité au niveau des frontières a augmenté ou a eu un impact sur le nombre de personnes en transit au Maroc. Est-ce que c'est toujours le cas ? À partir du moment où l'Union européenne a eu un accord économique avec la Turquie, il y a plus de 3 millions de migrants qui sont dans des camps accueillis en Turquie. Et on avait vu précédemment que cette route libyenne était la principale. Aujourd'hui, ce n'est plus la première en nombre de migrants vers l'Europe. Il s'agit de la route Maroc-Espagne qui est la première en nombre, et cela donc au cours de l'année 2018 et dans la première moitié de l'année 2019. Précisément, la proximité avec l'Europe, c'est Gibraltar, vous avez les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Est-ce qu'il y a eu, je dirais, un renforcement du contrôle des frontières à cet endroit-là ? Il y a des accords ou des discussions qui ont eu lieu récemment entre l'Espagne et le Maroc, et je dois dire que l'Espagne joue le jeu pour renforcer la sécurité. Mais l'Espagne, comme le Maroc, réclame une aide financière de la part de l'Union européenne beaucoup plus conséquente. Et là, l'Espagne est alliée du Maroc pour pouvoir faire cette demande. Vous allez avoir une nouvelle Commission européenne qui va s'installer d'ici à la fin de l'année 2019. Donc le nouveau commissaire chargé de la migration, un Grec, qui est l'ancien porte-parole de la Commission dans les 5 ans qui viennent de s'écouler, a nécessairement cette mission de remettre à plat le financement en direction du Maroc par l'Union européenne. Donc, on considère quand même que, sans doute que c'est améliorable, mais que les relations entre le Maroc et l'Espagne sont quand même de bonne qualité dans le cadre de la problématique. Elles sont de bonne qualité et on l'a vu dans l'ensemble des réunions bilatérales que nous avons pu voir, qui ont été organisées au cours de ce premier semestre de l'année 2019. On voit bien une volonté commune que de répondre à cette problématique de la migration. Que pensez-vous des accords bilatéraux de réadmission des migrants signés entre le Maroc et certains pays européens ? Donc là encore, et au-delà de ces signatures, il faut que dans les faits, on puisse avoir une réalité. C'est, je crois, le cas avec la France. Ça se passe bien. Il y a ça fonctionne bien. Ça peut malheureusement fonctionner un peu moins bien avec d'autres pays européens. Mais on le voit bien. Il s'agit tout de même d'accord de réadmission entre le Maroc, l'Espagne, le Maroc, la France, le Maroc, les Pays-Bas, le Maroc et la Belgique, qui sont des pays où il y a traditionnellement de bons rapports historiques. Et donc je pense qu'il faut aussi le saluer et le relever. Une dernière question. Le Maroc s'est toujours présenté comme un allié potentiel de l'Union européenne dans la lutte contre les migrations irrégulières. Oui. Par ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre les flux migratoires et le crime organisé ? Les connexions entre les groupes séparatistes et les réseaux d'immigration clandestine. C'est un sujet plus difficile encore, peut-être, mais est-ce que vous avez une réponse à apporter à cela ? Oui. Donc, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas facile à connaître dans sa plénitude. Ce que je sais, c'est que le Maroc joue un rôle très important en matière de renseignement pour lutter contre le terrorisme, par exemple. Combien d'attentats ces dernières années ont été déjoués en Europe grâce
à l'intervention des renseignements marocains. Et donc il faudrait que l'on puisse avoir une organisation maghrébine, car on le sait, que ces coopérations entre l'Europe et le Maroc, si elles sont bonnes, c'est pas tout à fait la même chose avec d'autres voisins de la région d'Afrique du Nord. Donc ça doit être un sujet à améliorer. Il y a un autre sujet qu'on aborde régulièrement, nous, ici au Parlement européen ou au Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, c'est la situation en matière de sécurité au Sahara, au Sahel. On voit bien qu'il y a une situation de non-droit qui peut permettre ces liens avec le terrorisme, je pense notamment au Sahel, et puis aussi un certain lien avec des mafias qui, en matière de drogue, notamment de drogue venant d'Amérique du Sud. Donc il y a là une configuration qu'il nous faut toujours mettre sur la table pour trouver une solution pérenne et qui puisse toutes et tous nous rassurer. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Pagnot, pour votre participation très intéressante. Et mesdames et messieurs, je vous retrouverai avec plaisir dans une semaine pour une nouvelle émission.